Jolie robe, râle ma mère. Dommage qu'elle ne cache pas ton échec. Ils ont ri, jusqu'à l'arrivée des voitures noires. Madame la directrice. Une affaire d'État requiert votre présence. Mon père est devenu blême. La pièce? Un silence de mort. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Ce soir, je n'étais pas venu pour célébrer. J'étais venu pour clore un chapitre. Devant le miroir de ma chambre d'hôtel impersonnelle, j'ai ajusté une dernière fois la robe bleu marine. Elle était d'une simplicité presque austère, une coupe droite, sans le moindre artifice. Ce n'était pas une armure, non. C'était une tenue de camouflage. La tenue parfaite pour celle que l'on ne voit pas, celle que l'on ne veut pas voir. Dehors, Paris scintillait, mais dans mon esprit, tout était déjà froid et calculé. La mission de ce soir n'impliquait ni frontières ni code secret, mais elle était peut-être la plus dangereuse de toutes, affronter ma propre famille. Le pavillon d'Armenonville, niché au cœur du bois de Boulogne, baignait dans une lumière dorée. Des cascades de fleurs blanches ornaient l'entrée, et le son feutré des rires et du cristal qui s'entrechoquent flottait dans l'air. C'était le théâtre parfait pour les 40 ans de mariage de mes parents, Charles et Isabelle de Védrines. Un événement mondain, une démonstration de leur réussite, de leur place dans ce monde où le nom de famille est un capital et l'apparence, une religion. J'ai tendu les clés de ma voiture banale au voiturier, qui a à peine levé les yeux. J'ai franchi les portes. Personne ne m'a accueilli. Mon père se tenait près du bar, un verre de champagne à la main, discutant avec un homme politique local. Il m'a vu. Son sourire ne s'est pas effacé, mais il s'est figé, comme si un courant d'air glacial venait de le frapper. Son regard a glissé sur moi, sans s'arrêter, avant de retourner à sa conversation. C'était sa spécialité, le déni par l'indifférence. Puis ma mère s'est approchée. Isabelle, toujours impeccable dans sa robe de créateur, son collier de perles reposant sur une peau entretenue à grands frais. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi, son regard balayant ma tenue avec une moue presque imperceptible. Ah, Éléonore. Tu es venue. Sa voix n'était ni heureuse ni surprise. Juste un constat. Le constat d'une anomalie dans son décor parfaitement orchestré. Ta robe est sobre, a-t-elle ajouté, comme pour elle-même. Au moins, tu ne cherches pas à attirer l'attention. Le mépris n'était pas dans les mots, mais dans la pose, dans la façon dont elle a prononcé le mot « sobre », comme s'il s'agissait d'une maladie incurable. Pas d'embrassade. Pas de « tu m'as manqué ». Juste ce jugement froid, cette distance qu'ils avaient érigée brique par brique depuis 20 ans. Mon frère, Grégoire, le fils en or, est arrivé à ce moment-là, sa fiancée Adeline accrochée à son bras. Il était le miroir de mon père, même arrogance polie, même certitude d'être au centre de l'univers. Tiens, Éléonore, a-t-il lancé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. On ne t'attendait plus. Tu as réussi à quitter ton petit poste pour la soirée? Adeline a gloussé, un son cristallin et vide. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement hoché la tête, mon visage un masque de neutralité. C'était une technique que j'avais perfectionnée au fil des années. Ne rien laisser paraître. Ne leur donner aucune prise. Ils voulaient une réaction, une justification, une larme. Je ne leur donnerai rien. Ma mère a fait un geste vague vers le fond de la salle. Ta table est par là-bas. La 14. Près de l'office. Près de l'office. Là où l'on place les parents pauvres et les invités de dernière minute. Le message était clair. J'étais une obligation, pas une invitée. Je me suis dirigée vers ma place, sentant leur regard dans mon dos. Ce soir, je n'étais pas leur fille. J'étais une analyste en mission. Et ma mission était de recueillir les dernières preuves d'une trahison que je connaissais déjà, mais dont je devais mesurer l'étendue finale avant de fermer le dossier. Pour toujours. Je n'ai pas rejoint immédiatement la table 14. Le faire aurait été accepter ma relégation, me conformer au rôle qu'il m'avait assigné. Au lieu de cela, j'ai pris une coupe de champagne sur un plateau qui passait et j'ai commencé à circuler. Lentement. Méthodiquement.
Mon visage arborait un léger sourire poli, celui que l'on réserve aux inconnus dans un cocktail. Mais mes yeux et mes oreilles étaient en alerte maximale. J'étais une analyste en terrain hostile, cartographiant les dynamiques de pouvoir, les alliances et les lignes de faille. Mon premier arrêt fut le mur du fond, transformé pour l'occasion en un sanctuaire à la gloire de la famille de Védrine. Des dizaines de photos encadrées, éclairées par des spots individuels. Il y avait Grégoire, bébé potelé. Grégoire à sa première régate. Grégoire recevant son diplôme de HEC, la main de mon père fièrement posée sur son épaule. Grégoire annonçant ses fiançailles avec Adeline, ma mère rayonnant à ses côtés. Chaque étape de sa vie dorée était documentée, célébrée. Et moi? J'ai cherché. Il n'y avait qu'une seule photo de moi. Une petite photo en noir et blanc, dans un coin, presque cachée. J'avais 10 ans, des nattes et un sourire innocent. C'était avant. Avant que je ne dévie de la trajectoire. Avant que je ne devienne une anomalie. L'effacement n'était pas un oubli, c'était une politique délibérée. J'ai continué ma ronde. Je me suis approchée d'un groupe où ma mère était le centre de l'attention. Elle parlait avec monsieur et madame Renaud, de vieux amis de la famille, des gens dont la fortune dans l'industrie pharmaceutique n'avait d'égal que leur snobisme. Et Éléonore, votre fille aînée, que devient-elle? A demandé madame Renaud avec une curiosité mielleuse. J'ai vu le visage de ma mère se crisper une fraction de seconde avant qu'elle ne compose un masque de vague apitoiement. Oh, Éléonore? Elle a toujours été si, différente. Elle a un petit poste administratif à Brest, vous savez. Un poste sans grande responsabilité, mais il faut bien que jeunesse se passe, n'est-ce pas? C'est une ville si grise, la pauvre chérie. Mais elle semble s'y plaire. Elle aime la tranquillité. Chaque mot était une pierre. Différente. Petit poste. Grise. Pauvre chérie. Elle me peignait comme une créature fragile et un peu simplette, perdue dans une vie sans éclat, pour mieux faire briller par contraste la réussite de son fils. Je n'ai pas scié. J'ai bu une gorgée de champagne, le liquide pétillant me semblant soudain fade. Dans ma tête, je cochais une case. Hypothèse A1, la narration de l'échec est active et diffusée auprès du cercle social primaire. Confirmé. Plus loin, mon père tenait la conversation avec un banquier d'affaires et un avocat fiscaliste. J'ai entendu mon nom. C'était le banquier qui parlait. Charles, je me souviens de votre fille au lycée. Elle était brillante. Toujours première. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle n'a pas suivi la voie de Grégoire? Mon père a eu un petit rire, un son sec et dédaigneux. Ah, la jeunesse. Éléonore a eu sa période rebelle. Elle a voulu voir autre chose. Disons qu'elle n'avait pas l'estomac pour la compétition du monde réel. Elle a préféré la sécurité d'un emploi de fonctionnaire. On ne peut pas tous être des aigles. Pas l'estomac pour la compétition. Moi qui avais passé les 6 derniers mois à démanteler un réseau de financement terroriste entre le Sahel et le Levant. L'ironie était si violente qu'elle en devenait presque comique. Mais je n'ai pas souri. Je continuais mon analyse. Hypothèse B2, la déviation de trajectoire est présentée comme une faiblesse de caractère, un échec personnel. Confirmé. Je me suis souvenu de ce jour, il y a quelques mois, où une intuition m'avait poussé à faire une chose que je n'avais jamais faite. J'avais utilisé un accès discret pour consulter les archives en ligne de l'association des anciens élèves de mon prestigieux lycée parisien. Mon nom n'était plus sur le tableau d'honneur numérique des lauréats du baccalauréat avec mention très bien. J'avais fouillé un peu plus, dans les comptes rendus des réunions du bureau. Et j'avais trouvé une motion datant de 10 ans. Suite à la demande de sa famille, qui souhaite respecter sa décision de mener une vie discrète et non publique, le nom d'Éléonore de Védrine sera retiré des listes d'honneur. La demande de sa famille. Pas ma demande. Ce soir, chaque mot, chaque regard, n'était que la confirmation vivante de cette trahison administrative. Ils n'avaient pas seulement cessé de parler de moi. Ils avaient activement effacé mes traces, réécrit le passé pour qu'il corresponde à leur présent. J'étais leur fantôme. Et ce soir, le fantôme était venu assister à ses propres funérailles. J'ai fini par rejoindre la table 14.
Elle était exactement comme ma mère l'avait décrite, coincée entre une porte battante menant aux cuisines, d'où s'échappaient des bouffées de chaleur et des ordres criés, et les toilettes. Mes compagnons de table étaient un couple de cousins éloignés de la branche provinciale, l'air perpétuellement intimidé, et une vieille amie de ma grand-mère, à moitié sourde. L'île des Bannis. J'ai échangé quelques politesses, mon entraînement me permettant de maintenir une conversation superficielle tout en gardant 90% de mes capacités cognitives concentrées sur la salle. Le repas s'est déroulé dans un brouhaha de conversations satisfaites. J'ai mangé sans sentir le goût des aliments. Le homard avait la texture du carton, le veau celle du regret. Et puis, le moment que j'attendais est arrivé. Mon père s'est levé, a tapoté sur son verre avec une cuillère, et un silence relatif s'est fait. Il se tenait là, au centre de la salle, sous les lustres, l'incarnation de la réussite bourgeoise. Il a commencé par des remerciements convenus, des anecdotes charmantes sur ses 40 ans de vie commune avec Isabelle. Il a parlé de leur voyage, de leurs amis, de la maison qu'ils avaient bâtie. Puis il est arrivé au chapitre de la transmission. Une vie n'est rien si l'on ne transmet pas, a-t-il déclaré d'une voix rendue solennelle par l'émotion et le champagne. Et notre plus grande fierté, à Isabelle et à moi, c'est d'avoir transmis nos valeurs à notre fils, Grégoire. Tous les regards se sont tournés vers mon frère, qui a modestement baissé la tête tandis que sa fiancée lui serrait le bras avec adoration. Un fils qui a su reprendre le flambeau, a continué mon père, sa voix en flanc. Un diplômé de la plus grande école de commerce de France, un pilier de la finance, un jeune homme qui fait notre honneur au quotidien. Merci, mon fils. Applaudissements polis. Mon père a levé la main pour calmer l'assemblée, un sourire carnassier aux lèvres. Il n'avait pas fini. J'ai senti une tension dans mes épaules. Le coup final approchait. Bien sûr, a-t-il ajouté avec un petit rire entendu, on me demande parfois si notre fille a aussi bien réussi. C'est une question légitime. Il a balayé la salle du regard, s'attardant une seconde sur moi, juste assez longtemps pour que tout le monde suive son regard et me localise, l'anomalie à la table 14. Je réponds toujours la même chose, avec l'honnêteté qui me caractérise, a-t-il poursuivi, savourant son effet. Si Éléonore est devenue ministre, alors je suis danseur étoile à l'Opéra de Paris. La phrase a éclaté dans le silence. Et puis, le rire. D'abord quelques gloussements, puis un rire franc, généralisé. Un rire gras, complice. Le rire de ceux qui sont du bon côté de la barrière, se moquant de celle qui est tombée. Mon frère a ri. Adeline a ri. Les Renaud, à la table d'honneur, ont ri aux éclats. C'était une exécution publique, et l'audience applaudissait. C'est à ce moment-là que ma tante Hélène, la sœur de mon père, une femme que j'avais toujours aimée pour son esprit indépendant et son mépris des conventions, a réagi. Assise à une table voisine, elle a lancé d'une voix claire et sèche. « Charles, cette blague est d'un goût plus que douteux. » Un silence glacial est tombé sur les tables environnantes. Ma mère a fusillé Hélène du regard, un regard si venimeux qu'il aurait pu tuer. Mon père a fait comme s'il n'avait rien entendu. La tentative de défense avait échoué, noyée sous le poids du conformisme. Mais elle avait eu lieu. Un petit caillou de dignité jeté dans l'océan de mépris. J'ai croisé le regard de ma tante et je lui ai adressé un signe de tête presque imperceptible. Un merci silencieux. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai soutenu le regard de mon père, qui fuyait maintenant le mien. Mon visage était une page blanche. Aucune colère, aucune tristesse, aucune humiliation visible. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Rester assise, droite, et absorber leur mépris sans leur donner la satisfaction d'une réaction. Intérieurement, je n'étais plus une analyste. J'étais un prédateur. Un prédateur qui observe sa proie, qui attend le moment parfait, la faille dans l'armure. Et ils venaient de me la montrer. Ils étaient arrogants, sur deux, et aveugles. C'était leur faiblesse. Et ça allait devenir ma force. Le rire s'est éteint, laissant place au murmure des conversations qui reprenaient, chargées de ce nouvel élément, l'humiliation publique de la fille de Védrine. Assise à ma table, je n'entendais plus rien. Le son de la porte des cuisines, le tintement des couverts, tout s'était effacé. Mon esprit avait voyagé 20 ans en arrière, dans le grand salon de notre hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine.
Le décor était différent, mais la tension était la même. Les murs étaient tendus de soie, les meubles étaient d'époque, et une lumière douce filtrait à travers les hautes fenêtres donnant sur le jardin. J'avais 18 ans. J'avais en main 2 lettres qui allaient sceller mon destin et créer la faille sismique entre mes parents et moi. L'une était une admission en classe préparatoire HEC au prestigieux lycée Henri IV. L'autre, plus sobre, sur un papier à en-tête de l'armée de terre, confirmait mon admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Mes parents étaient assis en face de moi, mon père dans son fauteuil club en cuir, ma mère sur le canapé en velours. Ils s'attendaient à ce que je leur annonce mon choix pour Henri IV. C'était la voie royale, la suite logique de mon parcours sans faute. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai pris ma décision. Je vais à Saint-Cyr. Le silence qui a suivi fut l'un des plus lourds que j'ai jamais connus. Ce n'était pas un silence d'incompréhension, mais de refus. Le silence de 2 esprits qui n'arrivaient pas à traiter une information qui ne cadrait pas avec leur vision du monde. Mon père a été le premier à parler. Sa voix était basse, dénuée de toute chaleur. Peux-tu répéter? J'ai du mal à entendre. J'entre à Saint-Cyr en septembre, ai-je répété, ma propre voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je veux servir mon pays. Servir ton pays. La phrase a flotté dans l'air comme une incongruité. Mon père a posé son verre de whisky si fort sur la table basse que le liquide a giclé. Servir? A-t-il sifflé. Tu te rends compte du risque? Pas seulement le risque physique, je m'en moque. Le risque pour notre nom. Les gens comme nous ne font pas ça, Éléonore. Nous servons en dirigeant des entreprises, en créant des emplois, pas en rampant dans la boue. Tu choisis donc la boue des casernes plutôt que les dorures de la République, a-t-il conclu, sa phrase comme une sentence. Ma mère, qui était restée silencieuse, le visage décomposé, a enfin trouvé sa voix. Une voix stridente, au bord de l'hystérie. Mais qu'allons-nous dire? Que allons-nous dire à nos amis? Que notre fille, qui pouvait tout avoir, a choisi de devenir militaire? C'est une carrière pour ceux qui n'ont rien d'autre. Tu avais tout, Éléonore. Tout. Elle s'est levée, faisant les 100 pas sur le tapis persan. Tu salis notre nom. Tu détruis tout ce que nous avons construit pour toi. J'ai essayé d'argumenter. J'ai parlé d'honneur, de devoir, de conviction. Mais mes mots se heurtaient à un mur d'incompréhension. Pour eux, mon choix n'était pas une vocation, c'était une trahison sociale. Une déviance. Ils ne voyaient pas l'engagement, ils ne voyaient que la tache sur leur réputation immaculée. Leur peur n'était pas pour ma sécurité, mais pour leur statut. Mon chemin était devenu incontrôlable, inavouable. Ils ne rentraient pas dans les cases de leur monde. Alors, ils avaient décidé de l'effacer. Ce jour-là, dans ce salon, j'ai compris que je les perdais. Ou peut-être, que je ne les avais jamais vraiment eus. Ils n'aimaient pas leur fille, Éléonore. Ils aimaient l'idée de leur fille, le prolongement de leur propre ambition. En choisissant ma propre voie, je devenais une étrangère. Le souvenir s'est dissipé, me ramenant à la lumière crue de la salle de réception. Le visage de mon père, ce soir, portait la même expression de dédain qu'il y a 20 ans. Rien n'avait changé. La faille n'avait fait que se creuser, devenant un canyon infranchissable. Et je savais, avec une certitude absolue, que je n'essaierais plus jamais de le traverser. Le dessert venait d'être servi, une sphère de chocolat sur laquelle un serveur versait une sauce chaude pour la faire fondre, un spectacle qui a arraché des « oh » et des « ah » admiratifs à l'assemblée. J'ai vu Sophie Marshall se lever de sa table, celle réservée à la presse, et se diriger vers moi. Sophie et moi, nous nous étions connus à Sciences Po, avant que nos chemins ne divergent radicalement. Elle était devenue une journaliste d'investigation respectée, connue pour son flair et sa ténacité. Nous étions restés en contact, de loin, un respect mutuel nous liant malgré le secret qui entourait ma vie. Elle s'est assise sur la chaise vide à côté de moi, son visage inhabituellement grave. « Il faut qu'on parle », a-t-elle murmuré, son regard balayant la salle pour s'assurer que personne ne prêtait attention à nous. « Je sais », ai-je répondu à voix basse. Elle a froncé les sourcils, surprise. « Tu sais ? Je sais qu'ils ont fait retirer mon nom du tableau d'honneur du lycée. Je sais qu'ils racontent à qui veut l'entendre que j'ai un poste sans intérêt.
Je sais qu'il me méprise. Sophie a secoué la tête. Son expression était un mélange de pitié et de colère. Non, Éléonore. Tu ne sais pas tout. C'est pire que ça. Elle a sorti son téléphone professionnel, un modèle robuste et sécurisé. Elle a tapoté l'écran et me l'a tendu. J'ai reçu un tuyau anonyme il y a quelques semaines, a-t-elle expliqué. Une source très haut placée, visiblement écœurée. Ça parlait d'une injustice familiale te concernant. J'ai creusé. Ça m'a pris des semaines pour vérifier, mais j'ai réussi à obtenir une confirmation. Lis ça. Sur l'écran, il y avait la copie numérisée d'une lettre. L'en-tête était celui de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. La lettre, datée de 3 ans, m'était adressée. Elle m'informait que, sur proposition du ministre des Armées suite à une action d'éclat menée en territoire étranger, mon nom allait être présenté au Conseil de l'Ordre pour une nomination au grade de chevalier. Mon cœur a eu un soubresaut. Je n'avais jamais reçu cette lettre. À l'époque, j'étais en mission, injoignable pendant des mois. Fais glisser, a dit Sophie. J'ai obéi. La 2e page était la réponse. Une lettre manuscrite, sur du papier à en-tête avec l'adresse de mes parents à Neuilly. L'écriture était celle de ma mère, élégante et penchée. La lettre disait, « Monsieur le grand chancelier, c'est avec une grande émotion que nous avons pris connaissance de votre courrier pour notre fille, Éléonore. Malheureusement, elle est actuellement à l'étranger et nous a fait part de son souhait le plus cher de refuser toute distinction. Son humilité et son désir d'anonymat sont absolus. Elle vous prie de bien vouloir accepter sa décision et de retirer sa nomination. » Et en bas, la signature. Éléonore de Védrines. Une imitation presque parfaite de la mienne. Un froid glacial m'a envahi, bien plus intense que celui de la climatisation. Ce n'était plus du mépris. Ce n'était plus de l'effacement. C'était un vol. Il m'avait volé un honneur que je n'avais pas demandé, mais qui était la reconnaissance des risques que j'avais pris, des nuits que j'avais passées loin de tout, du sang que mes camarades et moi avions parfois versé. Il l'avait fait dans mon dos, avec un cynisme absolu, pour une seule raison, que je ne puisse jamais avoir quelque chose qui puisse contredire le récit de mon échec. Une légion d'honneur aurait ruiné leur histoire. J'ai rendu le téléphone à Sophie. Mon visage était resté impassible. Merci, Sophie, ai-je dit, ma voix parfaitement stable. Elle m'a regardé, déconcertée par mon calme. Éléonore, tu ne dis rien? Tu ne... Je l'ai interrompu. J'ai sorti mon propre téléphone, le modèle discret et crypté que personne ne pouvait identifier. J'ai tapé un seul mot sur l'écran et je le lui ai montré. Prometeux, les yeux de Sophie se sont écarquillés. C'était le nom de code d'une affaire de sécurité nationale sur laquelle elle enquêtait depuis des mois, sans succès. Une affaire de fuite au plus haut niveau de l'État. Elle a compris. Elle a compris que mon monde était bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Je sais, Sophie, ai-je repris. Je le savais. Ou du moins, je le suspectais. J'avais juste besoin que quelqu'un d'extérieur, quelqu'un d'irréprochable comme toi, puisse le prouver. J'ai marqué une pause. Sois prête. Elle a hoché la tête, son esprit de journaliste reprenant le dessus. Elle a compris le pacte silencieux que nous venions de sceller. Je ne lui demandais pas de me venger. Je lui donnais les clés pour faire son travail. La vérité allait éclater. Pas parce que je le voulais par vengeance, mais parce que c'était devenu une nécessité. Après le départ de Sophie, je me suis sentie incapable de rester assise une seconde de plus. J'ai murmuré une excuse aux autres convives de ma table et je me suis dirigée vers une porte-fenêtre que j'avais repérée plus tôt. Elle menait à un petit balcon en pierre qui surplombait les jardins à la française, désert et silencieux sous la lune. L'air froid de la nuit m'a fouetté le visage. C'était un soulagement bienvenu après l'atmosphère étouffante de la salle de réception. J'ai inspiré profondément, remplissant mes poumons de cette fraîcheur nocturne. Derrière la vitre, la fête continuait. Les lumières, les rires, la musique, tout cela me semblait maintenant appartenir à une autre planète. Je pouvais voir ma famille, rassemblée près de la piste de danse. Mon père riait, la tête renversée en arrière. Ma mère souriait à une amie, un sourire parfait et vide.
Ils étaient les acteurs d'une pièce dont je ne voulais plus faire partie. Je ne pleurais pas. Les larmes étaient une ressource que j'avais appris à économiser il y a bien longtemps. À la place, une clarté étrange s'installait en moi. Une clarté froide, tranchante comme du verre brisé. La confirmation de la trahison de ma mère n'avait pas provoqué de nouvelles vagues de douleur. Elle avait simplement cautérisé la plaie. Il n'y avait plus rien à sauver, plus rien à espérer. Le deuil de ma famille, que je faisais inconsciemment depuis 20 ans, était enfin terminé. C'était une libération. Une libération amère et solitaire, mais une libération tout de même. Je me suis appuyé contre la balustrade en pierre froide, mon regard perdu dans l'obscurité des arbres du bois. C'est à ce moment-là que mon téléphone sécurisé a vibré dans la petite pochette que je portais. Une vibration discrète, que moi seul pouvais sentir. Je l'ai sorti. L'écran était noir, à l'exception d'une seule ligne de texte cryptée qui venait d'apparaître. Opération Prométhée, niveau alerte rouge. Confirmation requise. Mon sang s'est glacé. Alerte rouge. C'était le niveau le plus élevé. Le niveau qui signifiait qu'un agent était compromis, qu'une source était grillée, ou pire, qu'une défaillance systémique était imminente. Prométhée, ce dossier ultra-sensible sur lequel mon service travaillait depuis des mois, venait de basculer dans le chaos. Mon esprit a changé de vitesse instantanément. Le drame familial, la fête, la trahison, tout cela a été balayé et relégué au second plan. Mon cerveau est passé en mode opérationnel. J'ai tapé une courte réponse cryptée pour accuser réception et demander un rapport de situation. La réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Une cascade d'informations codées que j'ai déchiffrées mentalement. Fuite massive de données. Serveur de l'OTAN touché. Implication d'une puissance étrangère. Risque de divulgation d'identité d'agents sur le terrain. La situation était catastrophique. J'ai levé les yeux vers la salle de bal. Il dansait un slow. Mon père tenait ma mère dans ses bras. Ils semblaient si petits, si dérisoires. Leur préoccupation, le statut social, le nom de famille, la couleur de ma robe étaient d'une futilité cosmique face à ce qui se jouait à des milliers de kilomètres de là. Un sentiment étrange m'a envahi. Une sorte d'ironie macabre. L'univers semblait avoir décidé de faire converger toutes mes guerres en une seule soirée. La guerre personnelle et la guerre professionnelle. La fin de ma famille et le début d'une crise majeure pour mon pays. Je n'étais plus la fille rejetée sur un balcon. J'étais la directrice adjointe d'un service de renseignement en état d'alerte maximale. Et je savais que dans les minutes qui allaient suivre, on allait venir me chercher. La tempête arrivait. Et pour la première fois de la soirée, je me sentais prête à l'affronter. Je suis retournée à l'intérieur. Mon calme extérieur était désormais une seconde nature, un bouclier forgé par des années d'entraînement. Personne ne pouvait deviner la tempête d'informations et de décisions qui faisait rage dans mon esprit. J'ai repris ma place à la table 14, hochant la tête poliment au cousin provincial qui essayait de me raconter une histoire de chasse. Je l'entendais sans l'écouter, mon esprit analysant déjà les protocoles d'extraction en milieu civil. Mon téléphone sécurisé a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un message, mais un appel vocal crypté. J'ai porté le téléphone à mon oreille, tournant légèrement la tête pour masquer le mouvement. Ici Antigone, ai-je dit, utilisant mon nom de code. La voix à l'autre bout du fil était celle d'Alain Dubois, mon supérieur et mentor. L'homme qui m'avait recruté à la sortie de Saint-Cyr, qui m'avait formé, et qui était devenu la figure paternelle que je n'avais jamais eue. Sa voix était tendue, mais calme. Antigone. La situation sur Prométhée se dégrade plus vite que prévu. C'est une hémorragie. Le ministre veut un point de situation en personne, à l'hôtel de Brienne. Immédiatement. L'hôtel de Brienne. Le siège du ministère des Armées. Une voiture est en route, a-t-il continué. Discrète mais prioritaire. État, 10 minutes. C'est un ordre d'extraction officiel. Extraction. Le mot était clinique, militaire. Il signifiait que ma présence ici était terminée, que ma couverture de « fille effacée à une fête de famille » était levée par une nécessité supérieure. Bien reçu, ai-je répondu, ma voix égale. Il y a eu une courte pause.
Puis la voix d'Alain a changé, perdant sa tonalité officielle pour devenir plus personnelle, plus chaude. Éléonore? Je sais où tu es ce soir. Je sais ce que ça représente. Je t'appelle aussi en tant qu'ami. Est-ce que ça va? Cette simple question, cette marque d'attention au milieu de la crise, m'a touché plus que je n'aurais voulu l'admettre. C'était la preuve de l'existence de ma vraie famille. Celle que j'avais choisie. Celle du service, du respect mutuel, du soutien indéfectible. Mieux que jamais, Alain, ai-je répondu, et j'étais sincère. Je suis prête. Je n'en ai jamais douté, a-t-il dit avant de raccrocher. J'ai reposé mon téléphone. 10 minutes. J'ai regardé ma montre. Le timing était serré. J'ai jeté un dernier regard à travers la salle. La pièce montée venait d'arriver, une tour de choux et de nougatine qui a provoqué une nouvelle vague d'enthousiasme. Mes parents se tenaient à côté, prêts à couper la première part, rayonnant. C'était leur apogée, le sommet de leur soirée, de leur vie de faux-semblants. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. Je ne pouvais pas partir en silence. Je ne pouvais pas simplement disparaître par une porte de service comme ils l'auraient souhaité. Après 20 ans d'effacement, après la révélation de leur trahison ultime, mon départ devait avoir un sens. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de vérité. La vérité avait le droit d'exister, ne serait-ce que pour quelques instants, dans cette salle remplie de mensonges. Je me suis levée. J'ai lissé ma robe, non par coquetterie, mais comme un soldat ajuste son uniforme avant une inspection. J'ai commencé à marcher. Pas vers la sortie. Mais vers le centre de la salle. Vers la lumière. Vers mes parents. Chaque pas était mesuré, délibéré. Le fantôme allait prendre corps. Et il allait parler. Alors que je traversais la salle, le DJ a lancé une chanson entraînante. Les invités commençaient à se diriger vers la piste de danse. Mon frère Grégoire, toujours soucieux de son image, a pris la parole au micro pour porter un toast final. À mes merveilleux parents, Isabelle et Charles. 40 ans d'amour, de réussite, et un exemple pour nous tous. Les coupes de champagne se sont levées. Les sourires étaient éclatants. C'était l'image parfaite, la conclusion triomphale de leur saga familiale. C'est à ce moment précis que le monde extérieur a décidé d'intervenir. Cela n'a pas commencé par un bruit, mais par un changement dans la lumière. Les projecteurs qui illuminaient les jardins depuis l'extérieur ont été soudainement balayés par des phares d'une blancheur crue, aveuglante. 3 berlines noires, des Peugeot 508 blindés aux vitres teintées, se sont avancés en file indienne sur l'allée de gravier et se sont arrêtés devant le perron, leur moteur tournant dans un ronronnement puissant et discret. Elles n'avaient pas de plaque d'immatriculation standard, juste un simple numéro et le drapeau tricolore. Les conversations les plus proches des fenêtres se sont tues les premières. Puis le silence s'est propagé dans la salle comme une onde de choc. Les têtes se sont tournées. Les sourires se sont figés. Les invités de cette soirée, des PDG, des banquiers, des avocats, étaient des gens habitués au pouvoir, celui de l'argent et de l'influence. Mais ils ont immédiatement reconnu un pouvoir différent. Un pouvoir supérieur, plus froid, plus absolu, celui de l'État dans ce qu'il a de plus régalien. Mon père a froncé les sourcils, son visage passant de la fierté à l'agacement. Qui osait interrompre sa fête? Il a fait un pas en avant, comme pour aller demander des explications. Les portières des voitures se sont ouvertes de manière synchronisée. 6 hommes en sont sortis. Ils ne portaient pas d'uniforme, mais des costumes sombres, coupés de manière identique, des oreillettes discrètes fichées dans leurs oreilles. Leur posture n'était pas celle de garde du corps privé. C'était celle de militaires ou de policiers d'élite. Ils se sont positionnés autour des véhicules, créant un périmètre de sécurité silencieux et infranchissable. Puis, la portière arrière de la voiture de tête s'est ouverte. Un homme plus âgé en est descendu. Il était d'une élégance sévère, son visage buriné ne trahissant aucune émotion. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était le directeur de cabinet du ministre des Armées. Une figure de l'ombre, l'un des hommes les plus puissants et les plus discrets de la République. Les grandes portes vitrées du salon se sont ouvertes, non pas avec fracas, mais poussées avec une autorité tranquille par 2 des hommes en costume. Un silence de mort est tombé sur la salle.
La musique s'était arrêtée. Le DJ, figé, avait les mains en l'air, loin de ses platines. Le directeur de cabinet est entré, suivi par ses 2 gardes. Il a ignoré les invités prestigieux. Il a ignoré mon père qui s'avançait vers lui, la bouche ouverte, prêt à protester. Son regard d'acier a balayé la foule, cherchant une seule personne. Nos regards se sont croisés. Il a commencé à marcher vers moi. D'un pas rapide, efficace. Il a fendu la foule qui s'écartait sur son passage comme la mer Rouge devant Moïse. Il a dépassé la table d'honneur, la piste de danse, le gâteau monumental. Il s'est arrêté à exactement 3 pas de moi, alors que j'arrivais au centre de la pièce. Derrière lui, je voyais le visage de mes parents. L'incompréhension. La confusion. La peur commençait à poindre dans leurs yeux. Qu'est-ce que leur fille, l'insignifiante, la ratée, avait à voir avec ça? Ils allaient bientôt le savoir. Le rideau était levé. La pièce allait commencer. Et pour la première fois, j'en tenais le premier rôle. Le directeur de cabinet se tenait devant moi, une enclave de silence et de gravité au milieu du luxe tapageur de la fête. Les centaines d'invités étaient devenus des statues de cire, leurs yeux passant de cet homme à moi, essayant de comprendre le lien impossible entre nous deux. Il s'est incliné. Pas une grande révérence, mais une inclinaison de tête respectueuse, un signe de déférence que seuls ceux qui en connaissent les codes peuvent apprécier à sa juste valeur. « Madame la directrice », a-t-il dit. Sa voix était basse, mais elle a résonné dans le silence absolu comme un coup de tonnerre. Pardon de vous déranger dans ce cadre privé. Une affaire d'état de la plus haute urgence requiert votre présence immédiate à l'hôtel de Brienne. Madame la directrice. Les 2 mots ont flotté dans l'air. J'ai vu le visage de ma mère se décomposer. Son sourire s'est effacé, remplacé par un masque de stupeur. Le verre de champagne de mon père a tremblé dans sa main, le liquide doré oscillant dangereusement. Mon frère Grégoire, si arrogant quelques minutes plus tôt, avait la bouche entr'ouverte, ses yeux clignant comme s'il essayait de redémarrer son cerveau. C'est mon père qui a brisé le silence. Il a fait un pas en avant, sa voix étranglée par l'incrédulité. Directrice? Mais, de quoi? C'est une erreur? Il doit y avoir une erreur. C'est ma fille, Éléonore. Elle est? Il s'est arrêté, incapable de finir sa phrase, incapable de prononcer à voix haute le mensonge qu'il avait servi à tout le monde pendant des années. C'était le moment. Le moment que j'avais attendu, non pas par vengeance, mais par nécessité. Le moment de la vérité. Je me suis tourné, non pas vers le directeur de cabinet, mais vers mon père. J'ai planté mon regard dans le sien. Ma voix, quand elle est sortie, était calme, presque conversationnelle, mais elle portait en elle le poids de 20 ans de silence. Elle était aussi tranchante qu'un scalpel. Une erreur? Non, père. Il n'y a pas d'erreur. J'ai marqué une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Je pouvais sentir le souffle collectif de l'audience, suspendu. L'erreur, ai-je continué en le fixant droit dans les yeux, c'était de penser que je ne découvrirais jamais votre lettre. La lettre que mère a écrite à la grande chancellerie pour refuser la Légion d'honneur en mon nom. Un hoquet de stupeur a parcouru la salle. J'ai poursuivi, ma voix ne faiblissant pas, chaque mot choisi pour frapper juste. Vous comprenez très bien ce qu'est l'autorité, n'est-ce pas? Vous la comprenez très bien quand il s'agit de décider à ma place, de voler ma signature, de m'effacer. Alors comprenez ceci, cet homme représente l'autorité de la République française. Et cette autorité, ce soir, elle a besoin de moi. Le silence qui a suivi était total, abyssal. C'était le silence de la honte exposée en pleine lumière. Ce n'était pas un étranger qui les accusait. C'était leur propre sang. La trahison n'était plus une rumeur, c'était un fait, énoncé froidement par la victime elle-même, devant 200 témoins de leur cercle le plus proche. C'était une dévastation nucléaire pour leur réputation. Le visage de ma mère est passé du blanc cireux au gris. Elle a porté une main à sa bouche, ses yeux remplis d'une horreur paniquée. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans en 30 secondes. Il m'a regardé, non plus avec mépris, mais avec une sorte de peur primitive. La peur de la créature qu'il avait créée par son rejet,
une créature qu'il ne comprenait plus et ne contrôlait plus. J'ai soutenu son regard une dernière seconde. Il n'y avait ni haine ni triomphe dans mes yeux. Juste un constat. Le constat de la fin. Puis, je me suis détourné de lui, rompant le contact visuel pour toujours. Je me suis tourné vers le directeur de cabinet. Je suis prête. Allons-y. Mon « allons-y » a agi comme un signal. Le charme était rompu. Le silence s'est brisé en un millier de murmures choqués. La Légion d'honneur? Elle a refusé pour elle? C'est monstrueux. La pauvre fille? Les mots fusaient, passant de table en table, le poison de la vérité se répandant plus vite que n'importe quelle rumeur. Le tribunal de l'opinion publique, si prompt à me condamner quelques minutes plus tôt, venait de retourner sa veste avec une rapidité féroce. Mes parents n'étaient plus les hôtes d'une fête brillante. Ils étaient les accusés d'un procès public. Alors que je faisais un pas pour suivre le directeur de cabinet, 2 personnes ont fendu la foule pour me rejoindre. La première fut ma tante Hélène. Son visage, habituellement si ironique, était empreint d'une émotion brute. Elle m'a prise dans ses bras, une étreinte forte, solide. Elle a murmuré à mon oreille, sa voix tremblante de colère et de fierté, « Enfin. Mon Dieu, Éléonore. Enfin. Je suis si fière de toi. Tu as été plus forte que tous. » C'était la validation que j'avais secrètement espérée toute ma vie, non pas de mes parents, mais d'elle. La seconde personne fut Sophie Marshall. Elle ne m'a pas touchée. Elle a agi en professionnelle. Son visage était concentré, ses yeux brillants d'intensité. Elle tenait son téléphone en mode enregistrement vocal, discrètement. Elle a capté la phrase de ma tante, les murmures des invités, le chaos naissant. Puis, alors que je passais à sa hauteur, elle m'a posé une seule question, à voix basse mais parfaitement audible pour ceux qui étaient proches. « Madame la directrice, pouvez-vous confirmer que l'affaire Prométhée est la raison de cette urgence ?» J'ai ralenti mon pas, je me suis tourné vers elle et j'ai répondu d'une voix neutre, sans commentaire. C'était la réponse standard, mais en la donnant, en ne niant pas, je venais de lui offrir la une de sa carrière. Elle avait maintenant tous les éléments, le drame familial, la trahison, et le lien avec une affaire d'État. Elle avait son histoire. Une histoire dévastatrice. Je me suis remise en marche, le directeur de cabinet à mes côtés, ses gardes formant un V protecteur autour de nous. Notre cortège s'est dirigé vers la sortie. Nous sommes passés devant la table d'honneur. Les Renaud et les autres invités de marque évitaient notre regard, leur visage un mélange de gêne et de curiosité malsaine. Puis nous sommes passés devant mon frère. Grégoire était debout, immobile, sa coupe de champagne oubliée dans sa main. Il m'a regardé passer, et pour la première fois de ma vie, je n'ai vu ni arrogance ni pitié dans ses yeux. J'ai vu de la peur. Et peut-être, juste peut-être, une lueur de quelque chose qui ressemblait à du respect. Le respect craintif que l'on a pour une force de la nature que l'on a sous-estimée. Enfin, nous sommes arrivés à la hauteur de mes parents. Ils étaient restés figés au même endroit, comme 2 statues de sel. Ma mère sanglotait silencieusement, son maquillage parfait commençant à couler. Mon père a tendu une main vers moi, un geste pathétique, désespéré. « Éléonore » a-t-il commencé, sa voix un murmure rauque. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas tourné la tête. Je l'ai ignoré comme il m'avait ignoré pendant 20 ans. J'ai continué à marcher, fixant la porte de sortie. Derrière moi, j'ai entendu le bruit d'un verre qui se brise. Le verre de mon père venait de lui glisser des mains et de s'écraser sur le marbre. Le son a été comme le point final de leur vie sociale. L'implosion était complète. J'ai franchi le seuil, et l'air frais de la nuit m'a accueilli comme une promesse de liberté. La porte s'est refermée derrière moi, étouffant le son de leur monde qui s'effondrait. La nuit qui a suivi fut un tourbillon. À l'hôtel de Brienne, j'ai passé des heures en salle de crise avec le ministre et l'état-major. La crise Prométhée était réelle, grave, et a exigé toute mon attention. Mon drame personnel a été mis de côté, une petite boîte rangée dans un coin de mon esprit, tandis que je me concentrais sur la protection de nos agents et la limitation des dégâts. Mais le monde extérieur, lui, n'oubliait pas. Le lendemain matin, l'histoire a explosé. Sophie Marshall avait travaillé toute la nuit.
Son article, publié à la une du site d'un grand quotidien national, était un chef-d'œuvre de journalisme d'investigation. Il était titré « Scandale chez les de Védrines, entre affaires d'État et trahison familiale ». L'article ne se contentait pas de raconter la scène de la soirée. Il la mettait en perspective. Sophie avait exhumé l'histoire du retrait de mon nom du tableau d'honneur du lycée. Elle avait obtenu, via ses sources, une confirmation officieuse de l'histoire de la Légion d'honneur. Et surtout, elle liait ce drame privé à un mal plus profond, l'hypocrisie et le trafic d'influence d'une certaine élite parisienne, prête à tout pour préserver son image. La famille de Védrines était devenue, en l'espace de quelques heures, le symbole de cette faillite morale. L'histoire a été reprise par toutes les chaînes d'information, les réseaux sociaux se sont enflammés. Je n'ai lu l'article qu'en fin de journée, sur ma tablette sécurisée, entre deux réunions. Je n'ai ressenti aucune jubilation. Juste le constat froid d'une conséquence inévitable. Ils avaient construit leur vie sur un mensonge, et le mensonge s'était effondré. Quelques semaines plus tard, une fois la crise promettait maîtrisée, une cérémonie discrète a eu lieu dans la cour d'honneur des Invalides. Ce n'était pas pour la Légion d'honneur. C'était pour une autre distinction, la croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de l'armée, récompensant mon rôle dans la résolution de la crise. C'était un honneur plus rare, plus significatif pour moi. Il n'y avait pas de journalistes, pas de foule. Juste quelques hauts gradés, le ministre, et mes deux invités personnels. Alain Dubois se tenait droit, son visage rayonnant d'une fierté quasi paternelle. Et à côté de lui, ma tante Hélène. Elle avait mis sa plus belle robe, et ses yeux brillaient de larmes qu'elle ne cherchait pas à cacher. Quand le ministre a épinglé la médaille sur ma poitrine, j'ai croisé son regard. Elle a hoché la tête, un sourire éclatant sur les lèvres. Dans son regard, j'ai lu tout ce que j'avais besoin de savoir. J'avais une famille. Peut-être pas celle du sang, mais celle du cœur et du respect. Et c'était tout ce qui comptait. J'ai appris plus tard, par Hélène, que la chute de mes parents avait été brutale. Leurs amis les évitaient. Les invitations s'étaient taries. Mon père avait dû démissionner de plusieurs conseils d'administration. Ils s'étaient enfermés dans leur hôtel particulier de Neuilly, assiégés par la honte. Grégoire, dont la carrière dans la finance dépendait beaucoup du nom et du réseau de son père, était lui aussi dans la tourmente. La maison de Védrines, si solide en apparence, n'était qu'un château de cartes. Et j'avais été le souffle qui l'avait fait s'écrouler, simplement en décidant d'exister. 3 mois ont passé. 3 mois de travail acharné pour reconstruire ce que Prométhée avait failli détruire. La vie avait repris son cours, ou plutôt, mon cours. Un cours que j'avais choisi et que j'assumais pleinement. Un matin brumeux d'automne, je me trouvais sur le tarmac de la base aérienne de Villacoublay. Le ciel était bas et gris, de la même couleur que le fuselage du C-130 Hercule qui attendait, ses hélices immobiles. J'étais en treillis de combat, mon sac bouclé à mes pieds. Une nouvelle mission m'attendait. Une mission à haut risque, dans une région du monde où les noms de famille et les fêtes mondaines n'avaient aucune valeur. Alain et ma tante Hélène étaient venus me dire au revoir. Ils étaient les seuls. Alain m'a serré la main, une poignée de main ferme et franche. Faites attention à toi, Éléonore. Reviens-nous entière. Hélène m'a prise dans ses bras. Je ne sais pas où tu vas, et je ne veux pas le savoir, a-t-elle murmuré. Sache juste que je penserai à toi chaque jour. Et que je suis libre, moi aussi, grâce à toi. Elle avait fini par couper les ponts avec son frère, refusant de cautionner plus longtemps leur toxicité. C'est à ce moment-là que mon téléphone personnel, celui que je n'utilisais que pour les contacts non professionnels, a sonné dans la poche de ma veste. Je l'ai sorti. L'écran affichait un mot, maman. Mon cœur n'a pas bondi. Mon estomac ne s'est pas noué. J'ai regardé le nom, puis j'ai levé les yeux vers l'avion de transport. D'un côté, il y avait le passé. Un passé de rejet, de mensonges, de douleur. Une voix qui, je le savais, n'appellerait que pour se plaindre, pour accuser, pour essayer de me ramener dans son orbite de culpabilité. De l'autre côté, il y avait mon avenir. Le devoir, le service, mes camarades. Ma vie. Ma vraie vie. Une longue seconde a passé. Le vent froid balayait le tarmac.
Avec un calme absolu, mon pouce a glissé sur l'écran et a appuyé sur le bouton rouge. Refuser. Puis, sans hésiter, j'ai maintenu le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. J'ai éteint le téléphone et je l'ai glissé au fond de mon sac. Un poids venait de quitter mes épaules. Le dernier fil, le dernier lien toxique, venait d'être coupé. Non par colère, mais par décision. Par survie. Je me suis tournée vers Alain et Hélène. Un très léger sourire, le premier vrai sourire de la journée, a effleuré mes lèvres. C'est l'heure, ai-je dit. Et je leur ai tourné le dos, marchant d'un pas régulier vers la rampe ouverte de l'avion, sans un regard en arrière. Je marchais vers ma prochaine mission, vers ma vie. Libre. Enfin.